L'histoire commence avec un employé japonais ordinaire nommé Takeru rentrant du travail. Il s'assit pour regarder la télévision, s'ennuyant de sa routine monotone. Takeru allume la télé, pensant que ce serait bien de changer de rythme. En regardant la figure à la télévision, ses lunettes se mettent à briller intensément et il est téléporté dans un monde étrange. Un homme étrange salue Takeru avec du thé. Le laissant perplexe, l'homme explique qu'il est le gestionnaire du système solaire de leur monde. Takeru observe l'homme créer une mini-planète nommée Mathias sur son doigt. Le gestionnaire dit à Takeru que la planète Mathias est un endroit inhospitalier où aucune civilisation ne peut prospérer. Il verse une goutte d'eau sur la mini-planète, disant que c'est l'effet que Takeru aura après être allé à Mathias. Takeru est choqué par cette responsabilité soudaine. Alors le gestionnaire révèle qu'il perdra son âme puisqu'il est déjà mort. Choqué, Takeru sent qu'il n'a pas le choix et l'homme explique qu'il obtiendra des pouvoirs spéciaux pour l'aider dans le nouveau monde. Il donne à Takeru du mana infini et lui demande s'il veut plus de pouvoir. Alors il demande un harem prononcé. Le gestionnaire hoche la tête avant de donner à Takeru une capacité de recherche étendue pour trouver et vendre des objets rares. Après avoir écrit plus de pouvoir pour lui, le gestionnaire dit à Takeru qu'il aura un sac sans fond pour stocker tout son butin et la capacité de parler la langue Maidan. Soudain, le corps de Takeru commence à disparaître et le gestionnaire pense qu'il la peut être rendu un peu trop déphasé. En regardant le partenaire de Takeru, le gestionnaire s'inquiète, mais lui dit qu'il ira bien. Takeru a l'impression qu'il va se faire arnaquer sévèrement, mais sa vision s'estompe dans le noir alors qu'il entre dans le nouveau monde. Bientôt, il se réveille appuyé contre un arbre dans une forêt luxuriante. Quand il lève les yeux, Takeru voit une énorme planète annelée dans le ciel. Il se lève pour chercher d'autres personnes. Après avoir marché un peu, Takeru trouve un village, mais s'inquiète car il n'a pas d'argent. Se souvenant de la capacité de recherche du gestionnaire, il essaie de chercher des objets. Rien ne se passe. Alors Takeru a l'air idiot avec sa baguette sortie, pensant qu'il a raté le lancement du sort. Il essaie d'écrire le sort sur le sol. Le sort de recherche s'active enfin et révèle les emplacements de plusieurs objets autour de lui. Takeru scanne l'un des objets, apprenant que c'est une herbe de nuit de grade B. Excité par son rang, il ramasse l'herbe avant de se lever pour prendre les autres objets. Cependant, Takeru est déçu car ils sont tous de rang E. Puis, il trouve une jolie pierre. Mais un scan révèle que ce sont en fait des excréments de monstres. Takeru est choqué que les crottes soient en fait de rang C et range ses objets dans le sac. Il part vendre les objets au village et trouve un garde bâillant à l'entrée. Le garde est surpris par sa taille et lui demande s'il est un chevalier. Cependant, Takeru explique qu'il n'est qu'un cueilleur et le garde se présente comme le capitaine Marlowe de la défense du village. Marlowe s'approche pour ouvrir la porte, expliquant que son village a un magasin général pour acheter les herbes de Takeru. Alors que Takeru entre, il se sent embarrassé par les regards curieux autour de lui. Il entre dans le magasin général et le commerçant lui demande s'il a besoin de quelque chose. Takeru demande s'il peut vendre les excréments de monstres et le commerçant est excité par la qualité de l'objet. Il dit à Takeru que ça se vendra pour une pièce d'or. Alors il demande si ce sera assez d'argent pour rester à une auberge. Le commerçant explique qu'une pièce d'or peut payer 2 nuits à l'auberge, ce qui coûte 500 raves par nuit. Takeru est choqué que les crottes valent autant et accepte joyeusement le prix du commerçant. Le commerçant frotte les excréments brillants sur son visage et demande si Takeru a plus de matériaux. Takeru lui donne toutes les herbes, impressionnant le commerçant par ses compétences. Le commerçant demande pourquoi il vend des objets rares dans son petit magasin. Alors Takeru dit qu'il est un marchand itinérant pensant qu'il a les compétences. Le commerçant demande à Takeru un travail sérieux. Il demande du minerai de mithril rare d'une montagne de l'Est et Takeru demande une carte locale. Le commerçant hoche la tête avant de payer à Takeru 360 000 raves pour tous ces objets. Les yeux de Takeru s'écarquillent devant tout cet argent, mais le commerçant l'avertit qu'il rencontrera des monstres dans la montagne. Avec son argent, Takeru réserve une auberge pour se reposer. Une employée de l'auberge entre dans la chambre avec une bassine d'eau chaude. Elle dit à Takeru qu'il peut nettoyer son corps avec l'eau et il demande où il peut prendre un bain complet. Elle révèle que seule la noblesse peut se permettre des bains complets dans leur monde, mais Takeru peut aussi en demander un à un magicien de l'eau. Excité d'utiliser sa propre magie, Takeru prend le bol et donne à la jeune fille une bonne somme d'argent pour qu'elle en profite. Après l'avoir envoyé, Takeru essaie de chanter des mots pour un bain d'eau. Le mot nettoyer crée un jet d'eau qui nettoie en profondeur le corps de Takeru. Devant sa chambre, la jeune fille est surprise par les bruits euphoriques de Takeru. Il est heureux que son corps soit propre, mais frustré de ne pas pouvoir se tremper dans un bain complet et confortable. Le lendemain, Takeru ramasse d'autres herbes avant de trouver un symbole. En le vérifiant, il trouve un squelette en décomposition portant un équipement de combat. Takeru recule sous le choc, réalisant que c'est le corps d'un aventurier déchu. Il ramasse une amulette contenant une lettre de la sœur de l'aventurier.
Takeru apprend que l'aventurier cherchait de l'argent pour guérir la maladie de son père, mais sa sœur voulait qu'il rentre à la maison. Triste pour l'âme déchue, il lui fait une tombe et offre quelques prières. Ensuite, il crée une barrière magique autour de lui et utilise du combustible pour allumer un feu. Takeru place une marmite sur le feu et la remplit d'eau et de légumes pour faire un ragoût. Il ajoute ensuite la viande au ragoût et regarde la chaleur cuire les ingrédients. Une fois le ragoût prêt, Takeru en prend une bouchée, le trouvant délicieux. Il loue le monde d'Iskai pour lui avoir donné tant d'épices savoureuses. Après avoir mangé, Takeru se dirige vers la forêt blanche des dragons anciens. Sachant qu'il y a des monstres dangereux à proximité, il crée de la lumière avec un sort. La lumière révèle des herbes autour de lui, et Takeru est déçu qu'il n'y ait pas de minerais. Reconnaissant de n'avoir trouvé aucun monstre, il commence à cueillir les herbes. Takeru pense que sa mauvaise odeur corporelle pourrait repousser les monstres, et commence à traverser joyeusement la forêt en courant. Il trouve bientôt la lumière au bout du tunnel et la suit pour sortir. Cependant, Takeru court droit dans un gouffre et commence à tomber dans le puits. Il récite à la hâte tout le dictionnaire et trouve finalement le sort pour voler. La lueur du sort entoure son corps et aide gracieusement Takeru à se poser au sol. Il s'assit soulagé mais remarque des symboles de minerais tout autour de lui. Takeru sort son marteau et se met à extraire tout le minerai. Il en brise un morceau et apprend que c'est du minerai d'argent, mais ne trouve pas de mithril. Il utilise à nouveau un sort de recherche et trouve du minerai caché, mais sent le sol trembler autour de lui. Il décide de prendre le minerai et de partir rapidement, utilisant un sort de boule de feu pour découvrir la roche cachée. Une fois que le sort brise la roche, Takeru trouve de minuscules morceaux de mithril profondément à l'intérieur. Il est déçu par la petite quantité et ignore le sol tremblant pour chercher plus de minerais. Il explore le reste de la grotte et trouve un lac sous-marin immaculé dans ses profondeurs. Il se précipite pour scanner l'eau et découvre que c'est de l'eau élémentaire magique de rang SS. Takeru est excité par cette précieuse découverte, mais apprend que c'est en fait l'eau d'un nid de dragon ancien. Une voix grave résonne, demandant l'identité de l'intrus, mais Takeru l'ignore et se demande comment recueillir l'eau. Il essaie de boire l'eau, mais soudain l'eau jaillit alors que le dragon émerge. Il ordonne avec colère à Takeru d'arrêter de l'ignorer, et il observe la créature en silence. Le dragon remarque à quel point il est calme en sa présence, et Takeru s'excuse d'avoir pénétré dans sa tanière. Alors que le dragon examine le corps de Takeru, il se sent étrange de se soumettre à lui. Le dragon respecte le courage de Takeru et lui demande son identité. Takeru se présente comme un humain, surprenant le dragon par les grandes quantités de mana dans son corps. Le dragon révèle que le mana de Takeru l'a forcé à se réveiller, mais il se sent confus. Le dragon dit à Takeru que son mana est aussi puissant que le sien, et Takeru réalise enfin qu'il parle à une bête ancienne. Le dragon hoche la tête et se présente comme Volvius. Takeru demande s'il peut l'appeler Valvius, et Volvius accepte. Takeru lui demande une faveur, disant qu'il pourrait éveiller ses enfants avec son incroyable pouvoir. Takeru est surpris, alors Val explique que l'élément magique a stagné autour de sa tanière. Il propose de payer Takeru pour ses services et invoque une grosse grappe de minerai de mithril pur en guise de récompense. Takeru demande à Val où sont les œufs, et le dragon invoque un gros œuf noir de l'eau. Il l'envoie à Takeru, qui tient l'œuf à son oreille, et entend le faible battement de cœur du bébé dragon à l'intérieur. Takeru se demande comment éveiller le bébé à l'intérieur, et Val lui dit de verser son mana dans l'œuf. Val explique que c'est comme créer le sort de lumière, alors Takeru décide de chauffer l'œuf. Après avoir chauffé, l'œuf libère une puissante aura et commence à aspirer tout le mana de Takeru à l'intérieur. Vol se met à rire comme un méchant, et Takeru réalise qu'il a été dupé par la vieille bête louche. Perdant ses forces, la vision de Takeru s'estompe, et il se sent s'enfoncer dans l'eau. Takeru entend une voix étrange dans le rêve, le réprimandant d'être si insouciant. Un homme apparaît devant Takeru et lui fait remarquer qu'il aurait dû fuir le dragon. L'homme dit à Takeru qu'il joue avec la planète Mathias depuis des millénaires, mais Takeru a déjà secoué le monde entier dès son deuxième jour là-bas. L'homme pense que l'insouciance de Takeru affaiblira la protection du gestionnaire spatial avant de se souvenir qu'il voulait un partenaire mignon. Alors que les yeux de Takeru commencent à se fermer à nouveau, l'homme lui dit qu'il mérite quelques ennuis. Avant que Takeru ne puisse demander une explication, la vision s'estompe et il se réveille dans le monde réel. Takeru entend une voix mignonne pousser des petits cris dans la grotte sombre et Vol lui demande s'il va bien. Takeru pense que Vol lui fait une farce avec une fausse voix et utilise un sort de lumière pour le démasquer. Cependant, il trouve un dragonnet piaillant après lui qui lui saute directement sur le visage. Après que Takeru ait posé le bébé dragon, Vol lui demande de le nommer. Takeru est surpris que Vol le laisse nommer son enfant.
Le dragon explique que son enfant a déjà un nom de dragon, mais Takeru devrait lui donner son nom commun. Takeru se lève et commence à se creuser la tête et décide de l'appeler Bee pour la couleur noire. Aimant son nouveau nom, Bee commence à lécher le visage de Takeru pour montrer son appréciation. Vol appelle son enfant par son nom complet, Black Nobi Valdus, et félicite Takeru pour le surnom approprié. Puis il permet à Bee de voyager le monde avec Takeru. Takeru sent le bébé rejoindre son groupe et rappelle à Vol qu'il devrait passer du temps avec son nouveau-né. Il pense que Val ne devrait pas confier son bébé à un étranger, mais Val fait confiance à Takeru puisqu'il est plus fort que lui. Il lance ensuite un rayon sur le sac de Takeru avant de s'enfoncer de nouveau dans l'eau. Alors que Bee continue de baver sur le visage de Takeru, Val lui dit au revoir avant de disparaître dans les profondeurs. Takeru est surpris par cette expérience surréaliste et demande sérieusement à Bee s'il est prêt pour un voyage de cueillette. Bee accepte joyeusement, alors il lave son corps puant pour protéger son nez pendant leurs prochaines aventures. Après un certain temps, Takeru sort de la grotte avec Bee. En regardant Bee bourdonner joyeusement dans la forêt, Takeru pense que voyager la nuit n'est pas une bonne idée. Affamé, il décide de camper sur place pour la nuit. Se préparant à manger, il sort de l'eau élémentaire magique. En regardant l'eau dans son sac, Takeru se souvient que Vol l'a connecté au lac magique afin qu'il puisse fournir de la nourriture à Bee. Bee boit joyeusement de l'eau et en demande plus. Alors Takeru lui donne une autre tasse. Cependant, il offre cette tasse à Takeru. Alors il la prend et essaie lui-même de l'eau magique. Après avoir bu l'eau rafraîchissante, Takeru dépose des pierres magiques et jette une barrière autour d'elle. Utilisant si facilement ces précieuses pierres, il se rappelle à quel point elles sont précieuses dans ce monde. Cependant, puisqu'il peut simplement créer des pierres magiques avec son propre mana, Takeru se sent libre de les abuser pour de petites commodités. Avec une autre pierre magique prête, Takeru la chauffe pour commencer à cuisiner. Même Bee est surpris en regardant Takeru transformer les pierres coûteuses en réchaud de cuisine. Sachant que c'est le même plat qu'avant, Takeru prépare du steak et du ragoût, mais est excité de le manger car il a si bon goût. Il remarque Bee bavère devant la viande, mais s'inquiète si la nourriture étrangère lui ferait du mal. Takeru offre une petite portion à Bee pour qu'il essaie, et il se brûle la bouche avec la nourriture chaude. Pour l'aider à manger, Takeru souffle sur la nourriture et la refroidit. Finalement, Bee apprécie un bon ragoût et remplit son ventre avec la nourriture. En regardant le bébé dragon se prélasser, Takeru se demande pourquoi il n'est pas triste de quitter son père. En réponse, Bee serre juste Takeru dans ses bras, alors il réalise qu'il est heureux de vivre avec lui. Takeru est content de sa réponse et vérifie les statistiques de Bee. Même au jeune âge de Bee, il le trouve à un puissant rang B avec un tas de puissantes capacités élémentaires. Takeru prend Bee au sérieux, mais pense que c'est encore un enfant qui doit être élevé correctement. En regardant le bébé paresseux, il l'avertit sérieusement de ne rien tenter de dangereux. Même s'il est si fort, Takeru rappelle à Bee qu'il sera réprimandé par Val si quelque chose tourne mal, mais il commence à dormir avant même qu'il ne puisse finir. En le regardant dormir, Takeru se demande si le gestionnaire spatial lui a donné un partenaire reptile exprès. Le lendemain, Takeru grimpe une montagne pour atteindre la forêt à nouveau. Surpris que la forêt ait l'air si paisible pendant la journée, Takeru pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter autant des règles du monde du ciel de glace. Pendant que Bee commence à jouer, Takeru utilise sa compétence de recherche pour trouver plus d'herbes à vendre. Alors qu'il trouve de nouvelles herbes, Bee revient terrifié. Takeru cherche des monstres et en détecte plusieurs dans la zone. Repensant à son expérience précédente où les monstres étaient effrayés par son odeur, Takeru pense que sa visite à la grotte lui a enlevé l'odeur. Voulant obtenir du butin de monstres, il se prépare à combattre les monstres. Soudain, un faucon de roche féroce rugit derrière Takeru, mais il le trouve adorable comparé à la terrifiante boule. Remarquant la viande de l'oiseau, Takeru décide de le transformer en KFC. Alors que l'oiseau charge Takeru, il crée un bouclier et prépare des aiguilles de glace pour attaquer. Avec une seule attaque, Takeru transforme l'oiseau en carcasse de poulet. Puis il se tourne pour regarder des loups serpents autour de lui. Alors qu'un loup se précipite vers Takeru, il utilise une capacité d'amélioration de vitesse et saute pour éviter son attaque. Puis il durcit son corps avec une autre compétence et donne un coup de pied au crâne du loup. Après en avoir fini avec lui, Takeru élimine 2 autres loups, mais un sournois se glisse derrière lui. Cependant, il le repousse facilement avant d'en finir avec le reste des loups. Takeru commence à collecter toute la viande et les matériaux des monstres, mais remarque encore plus de monstres à proximité. Ne voulant pas passer toute sa journée à se battre, Takeru se demande comment s'échapper. Alors Bee l'attrape et essaie fort de battre des ailes. Takeru ne pense pas que Bee soit assez fort pour le soulever, mais il le soulève en fait à sa surprise. Pour aider Bee à voler facilement, Takeru réduit son poids avec un sort et il traverse le ciel avec lui.
Alors qu'une dame ouvre les yeux, Bee emmène Takeru dans l'espace, qui lui dit que ça va trop haut. Surpris, le bébé dragon laisse tomber Takeru au sol. Il se réveille avec Bee, lui léchant le visage et réalise qu'il l'a en fait sorti de la forêt. Takeru est choqué par la vitesse rapide de Bee et le remercie pour son aide. Cependant, il rappelle au dragon de se retenir la prochaine fois car il ne peut pas gérer toute sa puissance. Content de ses louanges, Bee essaie de serrer Takeru dans ses bras mais lui donne un coup de tête dans l'estomac à la place. Ensuite, il commence à retourner au village de Tormi. En marchant, Bee remarque une étrange branche dans la main de Takeru. Alors il explique qu'elle s'appelle la branche d'Yggdrasil. Takeru révèle qu'il avait cet objet légendaire de rang SS dès son premier jour dans ce monde, mais ses pouvoirs sont actuellement inactifs. Bee hoche la tête avant de souffler de la fumée sur la branche. Takeru est choqué de voir que le souffle magique de Bee a en fait réveillé l'objet endormi. Il se demande comment utiliser le nouveau bâton, pensant que cela le ferait ressembler à un magicien au lieu d'un cueilleur. Soudain, ils entendent un grognement dans la forêt, et Takeru dit à Bee de rester en alerte. Alors que Takeru se demande si c'est un autre monstre, Bee s'envole soudainement vers le bruit. Takeru le poursuit, espérant que le bébé reste en sécurité. Il trouve Bee tournant autour d'un arbre et voit une jeune elfe effondrée dessous. Takeru se demande si elle a été attaquée par le monstre grognant. Mais l'estomac affamé de l'elfe répond à sa question, disant qu'elle n'a pas mangé depuis des jours. L'elfe demande de l'eau. Il fouille dans son sac et lui donne de l'eau fraîche, qu'elle avale rapidement. L'elfe remercie Takeru pour son aide, mais a toujours faim. Se souvenant qu'il lui restait du déjeuner, Takeru lui donne un sandwich, et l'elfe le dévore avidement. Alors que la jeune fille loue le repas divin, Takeru est choqué de voir une elfe agir de manière si peu raffinée. Il rappelle à la jeune fille que même du pain rassis aurait un goût délicieux pour une personne affamée, et elle dit qu'elle a retrouvé sa volonté de vivre. Se demandant comment elle a manqué de nourriture si rapidement, Takeru lui rappelle que le village n'est pas loin de la forêt. Après qu'elle ait expliqué qu'elle est partie à la hâte, Takeru la réprimande d'être si insouciante. Embarrassée, la jeune fille essaie d'expliquer, mais Takeru remarque sa mauvaise odeur. Il est déçu qu'elle sente les excréments au lieu des fleurs, et la jeune elfe est offensée par sa remarque impolie. Après l'avoir remerciée pour son aide, elle se lève pour partir et sprinte à travers la forêt. Une fois que la jeune elfe est partie, Takeru recueille d'autres matériaux sur le chemin du retour. En dehors de la forêt, Bee remarque quelque chose et Takeru aperçoit une calèche sur la route. Alors que la calèche s'approche, Takeru remarque qu'un cheval licorne spécial de rang E l'attire. Le cocher appelé Poron lui demande ce qu'il fait seul dans la forêt. Alors Takeru l'informe qu'il se dirige vers le village de Tormi. Poron est surpris qu'il marche tout le chemin jusqu'à là. Pendant que sa femme et ses enfants regardent avec curiosité, remarquant le bâton dans ses mains, il demande à Takeru s'il est un magicien. Il explique rapidement qu'il n'est qu'un cueilleur et Poron est impressionné par son métier rare. Expliquant qu'il se dirige aussi vers Tormi, Poron offre un trajet à Takeru. Il refuse, disant qu'il est trop grand pour tenir dans la calèche. Les enfants rient de l'étrange apparence de Takeru. Cependant, Poron insiste pour que Takeru monte avec lui. Alors il monte à l'arrière de la calèche. Alors que Takeru s'assit dans la calèche, il se demande pourquoi tous les enfants de ce monde l'aiment tant. Poron le taquine pour sa taille et Takeru s'excuse encore de prendre autant de place. Poron dit que ça ne le dérange pas d'aider un autre résident de Tormi dans le besoin, et sa famille est d'accord tandis que Takeru est surpris de voir de si jeunes enfants partir pour un voyage dangereux. La fille de Poron, nommée Yunin, lui offre un cadeau. Acceptant le cadeau, il demande pourquoi la famille lui fait confiance si facilement. Le fils de Poron, appelé Kin, lui dit que si Takeru était un méchant, leur objet magique les aurait alertés. Takeru remarque la petite clochette avec une pierre magique et pense qu'il peut aussi créer un objet comme ça. Puis il se souvient de se présenter, et la femme de Poron, Elisa, se présente aussi. Soudain, Bee commence à se débattre dans les sacs de Takeru et les enfants le remarquent. Ils demandent ce qu'est ce bruit étrange, mais Takeru essaie de le cacher car c'est un monstre rare. Elisa lui dit qu'il n'est pas très rare pour les aventuriers d'avoir des animaux de compagnie monstres, alors il leur permet de le voir. Dès que Bee apparaît, les enfants s'extasient. Poron et son épouse sont étonnés que Takeru est un dragon si rare. Pour cacher la vraie nature de Bee, un dragon ancien, Takeru leur dit que c'est juste un dragon noir. Rien de plus. Il se demande s'il est un chevalier dragon, alors Takeru explique qu'il a juste fait éclore un œuf de dragon qu'il a découvert. Pendant que Bee utilise les Takaru comme Platon, Poron est choqué qu'il puisse faire éclore un œuf de dragon tout seul, sans aide. Takeru demande à Elisa à quel point les dragons sont rares, et elle lui explique qu'il est déjà peu commun de voir un chevalier dragon, mais que les vrais dragons sont encore plus difficiles à dénicher. Pensant aux chevaliers dragons des jeux vidéo, Takeru se demande s'il pourrait en trouver un dans ce monde-ci.
Plus tard dans la nuit, après une pause, Takeru utilise ses pierres magiques pour ériger une barrière protectrice. Poron est soulagé qu'aucun monstre ne puisse les déranger, et Tekrû lui assure que Bee veillera attentivement à tout ce qui pourrait être suspect. Alors que le bébé Bee vole tout autour, la famille se sent en sécurité, forte de son pouvoir à leur côté. Tandis qu'Elisa s'apprête à préparer le dîner, Takeru demande s'il peut se charger de la cuisine pour cette soirée. Alors qu'il sort son nécessaire de cuisine de son sac, les enfants pensent que Takeru est un véritable magicien. Il leur explique que ce n'est qu'un sac de rangement sans fond, avant de commencer à cuisiner. Une fois le repas prêt, la famille est impatiente de se régaler. Après que Takeru les invite à commencer, les enfants se mettent à manger les premiers et tombent immédiatement sous le charme de la nourriture. Poron et Eliza mangent aussi un peu. Et Elisa ne tarit pas d'éloges sur la cuisine de Takeru. Cependant, Poron reste silencieux, les épaules tremblantes, alors Elisa lui demande s'il va bien. Soudain, il lève les yeux, le visage couvert de larmes et de morve, pleurant qu'il a enfin pu manger de la vraie nourriture après toutes ces viandes séchées insipides de son long voyage. Devant les éloges exagérés de Poron, Takeru se met à rire. Mais Poron insiste sur le fait qu'il a utilisé une sorte de magie pour sublimer le goût de la nourriture. Même les enfants se mettent à rire des drôles de manières de leur père avant de finir le dîner. Une fois qu'ils ont terminé, Poron sort une guitare, et Elisa commence à chanter avec lui. Avec la musique en fond sonore, Takeru se met à jouer avec les enfants joyeux de Poron, partageant simplement la joie et le bonheur avec toute la famille. Il se souvient de sa vie solitaire sur Terre, appréciant pleinement son temps avec la famille de Poron. Takeru pense que passer du temps avec d'autres personnes est une expérience absolument incroyable. Se sentant heureux que le monde d'Isekai lui ait offert une nouvelle vie, entouré d'autres êtres humains, il met Bee au lit après qu'ils aient fini de jouer. Tandis que les bébés dragons ronflent paisiblement, Takeru s'installe dans son propre lit, contemplant le magnifique ciel étoilé. Le lendemain matin, Bee et les enfants dorment encore profondément. Pendant que Takeru nettoie ses ciseaux, curieuse, Elisa lui demande pourquoi il est levé si tôt, alors il explique qu'il prend soin de ses outils de récolte. Elle hoche la tête, louant son dévouement à son travail, puis s'éloigne tranquillement. En tenant les ciseaux, Takeru pense qu'il est devenu cueilleur à l'origine parce que c'était nécessaire pour gagner de l'argent. Mais maintenant, il apprécie vraiment ce travail, et même beaucoup. Non loin de là, Poron l'informe qu'ils partiront après le petit déjeuner, alors Takeru lui demande de conduire la calèche cette fois-ci. Poron accepte, alors Takeru monte et prend les rênes. Il apprécie de monter l'unicorne. Pendant ce temps, Poron remarque qu'ils approchent de leur destination finale. Avec Bee sur ses genoux et d'innombrables trésors dans son sac, Takeru est impatient de rentrer chez lui. Après être descendu de la calèche, Takeru remercie Poron de l'avoir conduit. Poron fait un geste de la main pour minimiser avant de partir avec sa femme et ses enfants. Gardant l'entrée de la ville, Marlowe pense que la saison du printemps doit être proche, puisque Poron revient en ville. Curieux du métier de Poron, Takeru apprend que le marchand part vendre des vêtements chauds pendant l'hiver et rentre chez lui une fois que la saison est plus propice à la chasse. Se souvenant du sourire joyeux de Poron en mangeant de la viande ordinaire, Takeru réalise à quel point il est chanceux de pouvoir récolter n'importe quel matériau avec sa seule capacité, c'est incroyable. Alors que Marlowe lui rappelle la tâche de Jérôme, Takeru se souvient qu'il doit rendre visite aux commerçants. Une fois à l'intérieur, il lui remet les matériaux qu'il a rapportés de son voyage et y mélange secrètement un peu de minerai de mithril magique. Jérôme examine attentivement les minerais avant de demander à Takeru comment il a obtenu ces matériaux légendaires. Voyant sa confusion, Jérôme explique qu'avec seulement quelques minerais de mithril magique, Takeru pourrait posséder plus de pouvoirs magiques que toutes les pierres magiques disponibles dans leur royaume. C'est stupéfiant. Réalisant enfin qu'il a révélé un secret insensé, Takeru fait comme s'il avait juste trouvé l'aura par hasard, posée sur le sol. Cependant, Jérôme remarque que même si c'est une rencontre fortuite, il faut de l'habileté et du courage pour arracher un tel objet magique face au danger, c'est certain. Pensant au potentiel gâché de Takeru, Jérôme lui dit de visiter Belkane, une grande ville avec de nombreuses guildes et beaucoup d'informations disponibles. Il pense que si Takeru rend le village de Tormi célèbre dans la cité, il aura plus de clients, mais Takeru n'a absolument aucun projet de devenir célèbre de sitôt. Cependant, il est tout de même enthousiaste à l'idée de visiter une ville plus grande et d'explorer ce nouveau monde. Après être revenu de la boutique de Jérôme, Takeru retourne à l'auberge pour la nuit. Feuilletant un livre, il cherche des informations sur la guilde que Jérôme lui a mentionnée. Takeru apprend que Belkane possède une guilde des aventuriers, où des voyageurs de toutes sortes d'horizons se rencontrent pour échanger leurs biens, leurs services et leurs informations. Il note que, bien qu'ils soient appelés aventuriers, tous les membres de la guilde ne sont pas des combattants, loin de là. Après avoir appris que les aventuriers peuvent aussi agir dans des rôles de soutien, Takeru ressent le désir de voir davantage du monde de glace. Voulant rencontrer plus de gens, il décide de visiter Belkane pour explorer son potentiel et pour gagner plus d'argent, c'est une bonne idée. Avant de partir, il se prépare pour le voyage tout en restant à Tormi. Pendant qu'il passe ses journées à Tormi, Takeru assiste à un festival de la ville où tout le monde partage nourriture et boissons. Il observe Bee charmer un groupe d'enfants, qui se dirigent ensuite vers lui pour saluer le gentil maître du dragon.
Tout en appréciant la vie de la ville, Takeru passe son temps à récolter pendant la journée et à préparer quelques assaisonnements transformés. La femme qui traite ces matériaux dit à Takeru que tous les villageois le regretteront une fois qu'il sera parti, c'est certain. Il lui dit que bien qu'il soit aussi triste de quitter ces gens si gentils, il veut toujours explorer le monde plus vaste. Voyant la détermination de Takeru, elle renonce à essayer de le convaincre de rester, c'est une évidence. Ensuite, elle lui tend un grand sac rempli de provisions pour le déjeuner, pensant qu'il n'aurait rien à manger pendant son long voyage vers Belkane. Alors que Takeru remercie la gentille dame, elle lui dit qu'il peut revenir à tout moment s'il s'ennuie des habitants du village. Cependant, il est choqué alors qu'elle continue d'empiler d'autres sacs. Il est assis dans sa chambre, tenant le mithril magique que Jérôme a refusé d'acheter, c'est une situation étrange. Pendant qu'il se demande quoi faire de cet objet magique, Bee renonce à réfléchir à ce sujet complexe et se couche. Pensant à toute la gentillesse des villageois, Takeru décide de leur fabriquer un cadeau utile pour les remercier de leur bienveillance. Après avoir enfin une idée, il s'assied à sa table pour expérimenter. Avec le mithril magique et la lanterne l'un à côté de l'autre, Takeru concentre son esprit, ce qui crée une étincelle entre les deux objets, c'est fascinant. Ensuite, il les fusionne ensemble et crée une lanterne magique. Le lendemain, alors que Takeru se prépare à quitter le village, tous les villageois se rassemblent à la porte pour lui dire au revoir. Après les avoir salués, Takeru donne la lanterne magique à Marlowe. Il explique que la lanterne possède un sortilège magique qui créera une barrière protectrice au-dessus de Tormy, la protégeant ainsi de toutes sortes de menaces. Marlowe se sent honoré par cet immense cadeau, mais Takeru pense qu'il est juste de rendre l'appareil pour le bon traitement reçu. Il lui dit de garder le village en sécurité jusqu'à son retour, et Marlowe lui répond qu'il est libre de revenir quand il le souhaite. Cependant, Jérôme interrompt leur moment si agréable et prend la lanterne entre ses propres mains, c'est surprenant. Jérôme demande à Takeru s'il a d'une manière ou d'une autre créé cet objet magique avec le mithril magique. Mais Takeru s'enfuit avant que le commerçant ne puisse le questionner davantage pour obtenir plus d'informations. Pendant que les villageois lui font signe de revoir, Jérôme lui souhaite bonne chance pour son voyage. Quelques jours plus tard, Takeru se promène dans une prairie dégagée avec Bee. Tous deux se sentent détendus dans cette zone paisible, mais ils s'arrêtent après avoir rencontré un crabe terrestre géant. Après avoir scanné ce crabe mystérieux, Takeru apprend que c'est un omnivore qui vit sur Terre. Il s'avère que les gens trouvent le crabe trop laid pour être mangé, mais le scan de Takeru révèle que la carapace interne du crabe est tout à fait comestible et délicieuse. Cela lui donne l'excuse parfaite pour transformer ce crabe prédateur en fruit de mer bon marché, alors il se prépare au combat. Takeru lance un sort de durcissement pour renforcer sa défense, mais Bee s'envole et déchaîne une attaque sonore sur le crabe. L'attaque assomme instantanément le crabe, mais deux autres apparaissent soudainement et les encerclant, c'est une mauvaise surprise. Acculé, Takeru note que les crabes devraient être faciles à combattre puisqu'ils ne peuvent se déplacer que latéralement. Cependant, il lui prouve le contraire en se précipitant soudainement vers l'avant. Alors que les crabes lèvent leurs pinces pour frapper, Bee attrape Takeru et s'envole avec lui, les laissant s'écraser l'un contre l'autre, c'est une tactique astucieuse. Pendant que les crabes tombent au sol, il remercie Bee et recule. Puis, le premier crabe se relève pour attaquer, alors Takeru utilise son bâton comme une batte de baseball et l'assomme d'un coup puissant, comme un coup de circuit. Une fois tous les crabes morts, Takeru durcit sa main pour l'utiliser comme un couteau. Il coupe toutes les pattes de crabe et expose la chair avant de tout mettre dans une marmite géante. Pendant que la marmite bouillonne avec la chair de crabe, il ajoute un peu de sel pour un assaisonnement simple et efficace. Une fois la viande cuite, Takeru et Bee prennent leur portion et retirent la carapace dure. Tous deux tombent amoureux de la chair de crabe tendre et savoureuse, et Takeru dit à Bee qu'ils continueront à explorer pour trouver d'autres délices encore plus délicieux à l'avenir. Après quelques semaines, Takeru atteint enfin la grande ville de Belkane. En observant l'immense mur frontalier, Takeru est impressionné par l'architecture avancée de la cité. Avant d'entrer, il apprend que Belkane est une ville de taille moyenne dans le royaume de Belkane, où l'agriculture et la foresterie sont les principales industries locales. C'est une information importante. Il est également surpris d'apprendre que Belkane possède la plus grande guilde d'aventuriers du continent, où des gens se rassemblent du monde entier, lui donnant le nom de Cité du Commerce. Ensuite, il décide d'entrer mais remarque une longue file de personnes alignées pour l'inspection, c'est une attente considérable. Une fois que c'est le tour de Takeru, il utilise un peu de magie pour cacher son sac de rangement et dit à Bee de se cacher à l'intérieur pendant que les gardes l'inspectent. Après être entré dans la salle d'inspection, Takeru remet son sac et les gardes sont surpris de constater qu'il est un simple cueilleur. Il lui demande s'il est là pour vendre ses objets, mais Takeru explique qu'il veut juste rejoindre la guilde des aventuriers. À sa réponse, le garde en chef hoche la tête en signe de compréhension avant de souhaiter la bienvenue à Takeru dans sa ville, c'est un bon accueil. Cependant, avant de permettre à Takeru d'entrer, le garde lui dit qu'il utilisera un sort appelé Avils pour vérifier s'il est digne de confiance. Il utilise un miroir magique pour consulter les statistiques de Takeru et approuve après n'avoir rien vu de suspect, c'est une procédure habituelle. L'assistant du garde vérifie également les affaires de Takeru.
et Takeru se demande comment il apparaît dans les scans des autres personnes. Il utilise son propre scan pour vérifier le miroir magique, mais ne trouve que des informations sur le garde lui-même, c'est curieux. Takeru essaie à nouveau, et cette fois il apprend que le garde ne peut voir que son nom, son âge et quelques autres détails basiques qui ne révèlent aucun secret. Alors qu'il se sent soulagé, le garde lui demande pourquoi il possède une bénédiction de dragon, c'est une question inattendue. Takeru décide de lui dire la vérité et lui montre son bébé dragon, le garde hoche la tête, mais lui demande de marquer Bee comme son partenaire afin que les gens puissent l'identifier facilement dans la ville. Après avoir fouillé dans son sac, Takeru sort un bracelet qu'il a reçu des enfants de Poron et le met sur la queue de Bee comme marqueur, c'est une bonne idée. Heureux de recevoir un cadeau, Bee vole autour d'eux, tandis que le garde explique qu'il devra en informer le maire de la ville. Son assistant rend le sac de Takeru, et le garde l'accueille finalement dans la cité, c'est un soulagement. En marchant à travers les sombres murs frontaliers, Takeru et Bee sont aveuglés lorsque la lumière du soleil filtre enfin. Dehors, ils se retrouvent dans une ville animée et bruyante, et Bee lui indique la direction de la guilde, c'est très pratique. Takeru entre dans la guilde et trouve un groupe d'aventuriers rassemblés dans le vaste intérieur. Une réceptionniste fille lapin nommée Ariana le salue à la porte et se prépare à lui souhaiter la bienvenue dans sa guilde. Avec un grand sourire, Takeru prend le formulaire d'inscription des mains d'Ariana et se demande s'il peut écrire dans la langue étrangère de ce monde. Il écrit son nom en japonais, mais une compétence magique le corrige automatiquement dans la langue native du monde, c'est très pratique. Une fois que Takeru a rempli le formulaire, Ariana y jette un œil et lui demande s'il a livré des batailles en tant que cueilleur. Il lui dit calmement qu'il a combattu un tas de chimères, de chiens de l'enfer et de crabes terrestres géants. Mais Ariana lui demande une preuve de ses combats contre ces monstres, c'est une exigence normale. Il hésite car les corps des monstres sont trop grands, mais elle lui dit que ce n'est pas grave même si les morceaux sont imposants. Avec l'approbation d'Ariana, il plonge la main dans son sac sans fond et en sort un crabe terrestre entier, qui brise la table sous son poids considérable. Alors que la réceptionniste terrifiée recule, un homme bête remarque l'agitation et scanne Takeru avec un sort d'Avil. Une fois qu'il a terminé, il demande à Takeru d'où il a obtenu ce sac sans fond, c'est une question légitime. Takeru lui dit qu'il l'a reçu en cadeau, et l'homme bête hoche la tête satisfait de sa réponse. Il dit à Ariana que Takeru est inoffensif, expliquant que le sort d'Avils lui permet de voir si une personne a de mauvaises intentions, c'est une capacité très utile. Après avoir terminé ses vérifications, l'homme bête dit à Takeru qu'il peut vendre sa viande maintenant. Mais Ariana révèle qu'ils étaient en plein milieu de son inscription. L'homme se demande pourquoi il traîne ce crabe géant. Alors Takeru explique qu'il va le manger pour le dîner. C'est tout simplement son repas. Sa réponse nonchalante choque tout le monde dans la guilde, et l'homme bête ignore le goût étrange de Takeru. Ensuite il demande si Takeru est seul, alors ce dernier pointe du doigt Bee, le dragon, pour lui montrer qu'il est accompagné. Remarquant le bébé dragon, l'homme bête rit, surpris de voir un partenaire si unique associé à un cueilleur si rare. Observant la scène, tout le monde dans la guilde commence à parler de Takeru, excité de découvrir son potentiel unique et prometteur. Alors que tous les aventuriers essaient de s'approcher de lui, Ariana l'entraîne dans une pièce privée afin qu'il puisse terminer son inscription en toute tranquillité. Une fois l'inscription terminée, Ariana remet à Takeru un bracelet d'aventurier, c'est officiel. Après qu'elle lui a expliqué qu'il commencerait au rang F le plus bas, Takeru accepte le bracelet. Pendant ce temps, Bee est excité que tous deux portent des accessoires assortis, prêts pour une nouvelle aventure passionnante. Le duo Maître Dragon entrechoque ses bracelets, impatient de l'avenir passionnant qui les attend. Après quelques jours passés à Belcan, Takeru retrouve la famille de l'aventurier décédé qu'il avait découvert dans les bois, c'est un moment émouvant. Alors que la famille pleure leur être cher, Takeru leur dit que l'homme n'est pas mort dans la douleur, et qu'il a écrit une lettre contenant ses dernières paroles pour eux. Le père de Belluria remercie Takeru de lui avoir rendu les affaires de son fils, mais commence à tousser de douleur, c'est inquiétant. Remarquant sa toux étrange, Takeru se souvient que Belluria cherchait des médicaments pour son père. Bien que Takeru voulait à l'origine juste rendre les affaires de Belluria à sa famille, il décide de le soigner lui-même, c'est une décision généreuse. Après cela, il se dirige vers la guilde des aventuriers, où il remet un tas d'herbes rares provenant d'une quête. Le greffier de la guilde est satisfait de ses résultats, tandis qu'Ariana apparaît timidement au coin de la rue, c'est un peu gênant. Elle demande à Takeru s'il est prêt à prendre en charge la pile de requêtes de cueillette qui lui sont directement assignées, car il est devenu très populaire dans la ville ces derniers temps. Cependant, Takeru répond naturellement qu'il ne peut en gérer que quelques-unes, c'est une réponse honnête. Après avoir sélectionné quelques quêtes, il se dirige vers un bain pour se détendre un peu. La première fois que Takeru a visité ce bain public, il était plus sale qu'une porcherie. Heureusement, sa magie de purification l'a aidé à le transformer en eau de source pure et cristalline. Et maintenant, Takeru peut profiter d'un bain relaxant à sa guise, à son entière satisfaction. Soudain, un homme lézard nommé Clay interrompt le moment de solitude de Takeru. Clay entre dans le bain avec lui, disant que sa vieille blessure se réveille, c'est un problème récurrent. Se souvenant qu'il avait soigné un homme malade dans les bidonvilles, Clay interroge Takeru sur sa capacité de guérison. Il essaie de faire preuve d'humilité, disant qu'il ne faisait que copier certains guérisseurs qu'il avait vus. Sachant qu'il n'a pris aucun paiement de la famille, Clay loue sa générosité,
et Takru pense que les vrais médecins pourraient se fâcher contre lui pour avoir ruiné leur commerce, c'est une préoccupation légitime. Clay rit de ses paroles innocentes, laissant Takeru perplexe. Ensuite, il demande à Takeru pourquoi il reste à un rang d'aventurier si bas, et Takeru explique qu'il essaie de rester discret, de ne pas attirer l'attention sur lui. Remarquant à quel point il est pur, Clay souligne qu'il attirera en fait encore plus l'attention en restant discret malgré sa grande puissance. Il se lève ensuite et s'en va, lui disant d'apprendre les règles non écrites de la ville, c'est un conseil important. Quelque temps après le bain, Takeru termine une autre quête à la guilde. Le greffier de la guilde l'interroge sur l'augmentation de son rang, mais il refuse à nouveau. Sachant que la guilde veut juste qu'il résolve des quêtes difficiles, Takeru se sent coupable, mais il ne veut pas gâcher sa tranquillité pour accomplir des missions trop compliquées. Soudain, un aventurier avertit la guilde d'une attaque de gobelins, ramenant Takeru à la réalité. Le maître de guilde émet rapidement un ordre pour que tous les aventuriers de rang D et supérieurs se préparent au combat. C'est une situation urgente. Il charge également l'aventurier de rang A, Clay, de s'occuper des gobelins. Takeru essaie discrètement de s'éclipser de la scène puisqu'il est de rang F, mais le maître de guilde lui dit qu'il devra rejoindre leur groupe pour partir en mission. C'est une obligation. Une fois le groupe de la guilde prêt, le maître de guilde explique qu'il se dirige vers les plaines de Stavlov. Observant tous les aventuriers excités à l'idée de se battre, Takeru pense qu'il est trop doux pour cette foule passionnée, se considérant comme un simple et chétif aventurier de rang F. Un duo d'hommes bêtes se moque de lui et avertit Takeru de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Juste à ce moment-là, le maître de guilde s'approche de lui. Intéressé par sa réputation unique, le maître de guilde mentionne que son évaluateur strict, nommé Grit, n'a cessé de faire l'éloge de Takeru, il doit donc être quelqu'un de vraiment spécial, c'est certain. Voyant Takeru si calme en lui parlant, le maître de guilde le félicite pour son courage. Alors que l'homme bête est surpris par la haute opinion du maître envers Takeru, ce dernier souhaite intérieurement cesser d'attirer autant d'attention sur lui, c'est un peu trop. Avant de partir, le maître lui dit de protéger les personnes qui lui sont chères pendant le combat. Il laisse derrière lui son assistante, nommée Miseli, qui s'excuse auprès de Takeru pour le fait que son maître l'ait entraîné avec eux, c'est un peu forcé. Malgré leur faible rang, elle est excitée à l'idée de se battre et de contribuer au groupe de la guilde. Cependant, une fois qu'ils sortent et atteignent le camp de la guilde, Miseli est terrifiée par tous les monstres qui les entourent et s'accroche à Takeru, pleine de peur. C'est une réaction naturelle. La voyant si terrifiée, il lui tient les épaules, mais Miseli affirme qu'elle ira bien. Il lui dit de faire face à la réalité et d'admettre qu'elle a peur. Il interroge Miseli sur ses capacités de guérison, c'est une question pertinente. Takeru dit à la jeune fille qu'elle devrait rester en arrière et se concentrer sur la guérison des blessés au lieu de combattre les ennemis de front. Il explique qu'il est tout à fait normal que les gens aient peur d'être blessés, c'est une émotion humaine, parce que personne n'aime se battre à moins d'avoir besoin de se protéger. Grâce à ses encouragements, Miseli cesse d'avoir peur et s'en va aider les autres guérisseurs du camp. Pendant ce temps, Clay se dirige vers Takeru, riant de sa performance inspirante. C'est un moment amusant. Takeru se demande pourquoi Clay ne se bat pas en première ligne, alors l'homme lézard explique que ses vieilles blessures lui font toujours mal. Ces mots rappellent à Takeru les énormes entailles dans son dos et Clay se demande s'il pense qu'il est un lâche pour s'être enfui et avoir été blessé par l'ennemi. C'est une question profonde. Cependant, Takeru souligne qu'une personne peut être blessée dans le dos si elle protège quelqu'un d'autre également. Surprenant Clay, soudain, il remarque de la fumée provenant du champ de bataille et Clay pense que la formation du chef a été brisée, c'est une mauvaise nouvelle. Il saisit sa lance pour protéger ceux qui sont en première ligne, mais Takeru lui rappelle sa blessure. Cependant, Clay est déterminé à protéger tout le monde, quoi qu'il lui arrive, et part au combat, c'est un acte de bravoure. Après son départ, Takeru remarque Miseli en train de soigner un soldat blessé derrière lui. Il est surpris qu'elle ait surmonté sa peur si rapidement. Impressionné par sa confiance, se souvenant des paroles du maître de guilde, il décide qu'il devrait lui aussi se mêler à l'action et protéger ses précieux amis. C'est une résolution forte. Il plonge la main dans son sac, en retire le bâton d'Yggdrasil, puis déploie un puissant sort de barrière protectrice tout autour du camp des guérisseurs. Tandis que les jeunes filles souris, stupéfaites, reprennent leur souffle, il leur annonce qu'ils s'apprêtent à partir pour prêter main forte à Clay. Pendant ce temps-là, sur le pont de la ligne de front, les courageux aventuriers de la guilde luttent avec acharnement pour contenir l'ennemi. Soudainement, Takeru fait son apparition sur les lieux et parvient à éliminer un gobelin d'une seule et unique attaque. Il ressent une certaine culpabilité à frapper ces créatures, mais il sait pertinemment qu'il doit absolument se battre pour protéger son cher ami. Percevant son évident malaise, Bee prend l'initiative de lui prêter main forte et commence à lancer un sort d'une grande ampleur. Les aventuriers s'accroupissent alors rapidement, permettant ainsi au jeune dragonnet d'incinérer la totalité des gobelins grâce à une puissante attaque de foudre. Une fois que les gobelins furent tous mis hors d'état de nuire, l'ensemble des présents remercia chaleureusement Takeru pour son intervention et son aide précieuse. Takeru leur demande alors avec curiosité comment les gobelins avaient pu submerger si facilement le groupe d'aventuriers de la guilde. Il lui explique donc qu'un sergent gobelin de très haut rang était apparu soudainement et avait complètement anéanti leurs troupes. Heureusement, les hommes bêtes purent s'échapper du champ de bataille, et ce grâce à l'intervention salvatrice de Clay. Mais lui, il
fut laissé entièrement seul pour faire face aux hordes de gobelins sur les dangereuses lignes de front. Alors que la pluie commence à tomber dru, Clay continue de repousser les gobelins avec force. Mais soudainement, sa vieille blessure se réveille brutalement, le projetant violemment au sol. Quelques gobelins qui avaient été oubliés saisissent cette opportunité inespérée pour attaquer Clay, qui pense alors que c'en est enfin terminé pour lui. Cependant, ces mêmes gobelins se retrouvent instantanément carbonisés par Béa, qui parvient enfin à localiser Clay. L'homme lézard exprime sa vive inquiétude de voir un simple cueilleur, et de surcroît si faible comme Takeru présent sur ce champ de bataille, mais il rappelle fermement à Clay qu'il ne peut absolument pas continuer à se battre avec sa grave blessure au dos. Takeru suggère à Clay qu'il devrait battre en retraite sans tarder, mais ce dernier refuse catégoriquement de laisser les autres affronter seul la terrible colère de l'armée gobline. Takeru lui assure qu'ils seront en sécurité sous sa protection, mais Clay fait remarquer avec insistance que le sergent gobelin les rattrapera inévitablement, même s'ils tentent de s'enfuir à toute vitesse. Au moment où le sergent gobelin s'élance pour attaquer, les deux aventuriers parviennent à l'éviter avec agilité. Clay déclare à Takeru qu'il retiendra personnellement les gobelins afin de lui permettre de s'échapper, mais Takeru, au lieu de fuir, reste sur place et lui demande si la blessure qu'il a dans le dos est réellement d'une grande importance. Cette question déconcerte profondément Clay, qui lui répond que cette blessure n'a fait que le torturer sans relâche durant tout ce temps. Après avoir obtenu la confirmation que cette blessure ne représente absolument aucun bon souvenir pour Clay, Takeru prend la décision de le guérir immédiatement. Il plonge la main dans son sac et en retire une certaine quantité d'eau magique de dragon, qu'il s'apprête à verser sur le corps de Clay. Le pauvre homme lézard se retrouve complètement déconcerté, mais Takeru, sans hésiter, sort son bâton et commence à entonner un puissant sort de guérison à son intention. Une fois qu'il a parfaitement maîtrisé l'incantation du sort, il le projette avec force sur le corps de Clay. Cependant, cette action provoque chez Clay une douleur si intense qu'il s'effondre, plié en deux. Tandis que les égratignures présentes sur le dos de Clay s'estompent à une vitesse fulgurante, des pointes acérées et menaçantes commencent à émerger et son corps entier se métamorphose radicalement, juste sous les yeux ébahis de Takeru. Après s'être métamorphosé en un imposant dragon noir, Clay interroge Takeru sur la manière dont il a pu modifier sa race, mais ce dernier prétend qu'il cherchait simplement à soigner son corps. Ressentant une puissance absolument écrasante se déverser à travers tout son être, Clay charge alors avec une confiance inébranlable la Horde Goblin et parvient à les éliminer tous, et ce, avec une facilité déconcertante. Même Takeru se retrouve stupéfait en voyant Clay éclater de rire comme un véritable dément, complètement enivré par sa toute nouvelle puissance. Une fois que le combat est définitivement terminé, le maître de guilde s'approche de Takeru et lui demande s'il est bien celui qui a réussi à libérer la pleine puissance de Clay. Alors, il hoche la tête affirmativement. Le maître de guilde lui demande ensuite s'il est également la même personne qui a déchaîné de puissants sorts de foudre pour incinérer les gobelins, mais Takeru se remémore alors que tout cela était en réalité l'œuvre de Bi. Bien que le maître de guilde ressente une certaine méfiance envers les pouvoirs mystérieux de Takeru, il choisit de ne pas sonder son passé et lui propose une récompense substantielle pour toute l'aide qu'il a apportée durant l'attaque. Plus tard dans la soirée, Clay, ayant retrouvé son état normal, exige avec insistance une explication de la part de Takeru concernant ce qu'il lui a fait subir plus tôt sur le champ de bataille. Takeru cependant feint de n'avoir absolument aucune connaissance de la situation. L'homme lézard lui hurle dessus avec fureur pour avoir osé transformer son corps sans avoir obtenu son consentement préalable. Alors Takeru lui explique que l'eau de dragon est très probablement la cause de cette étrange transformation. Clay se retrouve complètement déconcerté par cette eau magique si particulière. Alors Takeru lui révèle qu'il a pu se procurer cette eau de mana de très haute densité directement dans la grotte de Vaal, le dragon ancien, qui n'est autre que le père de Bi. À la simple mention d'un dragon ancien, Clay reste absolument sidéré, le regard fixé sur Bi, ce tout jeune dragonnet ancestral. Il demande à Takeru pourquoi il a ainsi gaspillé une eau si précieuse sur lui, et ce dernier répond qu'il cherchait simplement à accélérer sa récupération en cette situation d'urgence. Clay se montre très impressionné par ses compétences de guérison de si haut niveau, mais Takeru, lui, estime qu'il ne faisait qu'imiter ce qu'il connaissait déjà du corps humain. Cette explication déconcerte à nouveau Clay, alors Takeru lui précise que le dos est une zone qui contient un très grand nombre de nerfs. Il a donc visualisé l'intégralité du système nerveux de Clay, et a ainsi aidé l'énergie vitale à circuler de manière optimale dans tout son corps. Cette information pour le moins étrange laisse l'homme lézard complètement sous le choc, et il interroge Takeru sur sa véritable identité. Se retrouver confronté de manière aussi directe place Takeru dans une position particulièrement délicate, et il se demande sérieusement s'il est vraiment approprié de révéler ses véritables origines à Clay. Alors que Takeru estime que cela lui causerait énormément de problèmes de dévoiler sa véritable identité, Clay commence à quitter la pièce, ne souhaitant pas le déranger pour des informations d'ordre privé. Cependant, Takeru l'intercepte et prend la décision de lui faire entièrement confiance en lui révélant son véritable passé. Au moment où l'homme lézard s'immobilise, Takeru lui révèle enfin qu'il est originaire d'un tout autre monde. Clay reste figé sur place pendant un court instant avant d'être absolument et complètement sidéré. Takeru prend alors un certain temps pour lui expliquer comment il a été guidé et transporté dans ce monde. Et Clay a du mal à concevoir que quelqu'un puisse réellement se réincarner dans un monde différent. Cependant, Clay choisit de croire Takeru et lui révèle qu'il est capable de se transformer en Dragonute en utilisant ses propres pouvoirs mystérieux. Cette information inattendue surprend grandement Takeru. Alors Clay lui explique qu'il est en fait issu d'une race d'hommes lézards qui descendait directement de la très noble race des Dragonutes. Grâce à l'eau de dragon et à la magie de guérison de Takeru, la lignée Dragonute s'est éveillée en lui, transformant ainsi son corps en une forme considérablement plus puissante. Bien que Clay soit ravi d'avoir ravivé l'héritage de ses ancêtres, il ressent une immense pression en tentant de maîtriser cette nouvelle force incontrôlable qui se déverse en lui. Takeru estime qu'il finira par s'habituer à sa nouvelle puissance un jour ou l'autre, mais son attitude désinvolte et peu sérieuse irrite profondément Clay. Cependant, Takeru persiste à croire que s'inquiéter ne sera d'aucune aide, et Clay lui rétorque qu'il doit absolument commencer à prendre les choses avec le plus grand sérieux. Agacé par son insouciance manifeste, il prend la décision de punir Takeru en le contraignant à faire tout ce qu'il désire durant le reste de la journée. Le lendemain matin, il se dirige vers la ville.
Constatant que chacun a déjà repris sa routine quotidienne habituelle, il esquisse un sourire louant l'effervescence et l'activité incessante de la ville, avant de se frayer un chemin jusqu'à une armurerie, tandis que Bee, pleine de curiosité, se demande ce qu'il a l'intention d'acquérir. La propriétaire de la boutique le salue avec une grande politesse, lui souhaitant chaleureusement la bienvenue dans son établissement. Il lui demande si elle propose à la vente des ciseaux spécifiquement conçus pour les cueilleurs, mais la jeune femme secoue négativement la tête. Intriguée par les compétences particulières de Takeru, elle se présente alors comme étant Ribble et lui propose de confectionner des ciseaux entièrement sur mesure pour ses diverses tâches de cueillette. Elle lui révèle que son patron, Graltus, est un forgeron d'une grande renommée, mais qu'il exigera une rémunération conséquente pour son travail. Takeru demande à le rencontrer, alors elle le conduit à l'intérieur de sa boutique. Là, Takeru observe un grand nombre de forgerons martelant avec acharnement des épées, et Ribble confie que ses artisans l'ont également inspiré à travailler avec la même ardeur. Ensuite, elle le mène jusqu'à la pièce de son patron, et le nain, curieux, se demande bien qui peut être ce Takeru. Lorsque Ribble lui explique qu'il s'agit du célèbre cueilleur dont tout le monde en ville ne cesse de parler ces derniers temps, Gralfus manifeste un vif intérêt. Ribble estime également qu'il pourrait tirer parti des capacités de Takeru pour collecter du minerai d'Ildra, une ressource rare, destinée à la fabrication d'une épée spéciale pour un tournoi d'escrime. Le nom de ce minerai laisse Takeru perplexe, tandis que Grutas refuse catégoriquement de l'envoyer miner dans la périlleuse mine de Ryuai. Cependant, Ribble persiste à argumenter avec lui et tente de contraindre le pauvre nain à se ranger à son avis. Grutas refuse alors avec une colère non dissimulée, rappelant à Ribble que les mines regorgent de démons particulièrement dangereux en cette période. À la simple mention des démons, Takeru manifeste une certaine curiosité et Ribble finit par perdre toute son énergie. Grutas la met en garde, lui expliquant que si elle continue de prendre la vie des autres avec une telle légèreté, elle ne parviendra jamais à devenir une maître forgeronne accomplie. Il est satisfait de voir son apprenti s'efforcer avec tant d'ardeur de saisir cette opportunité, mais il est hors de question qu'il fasse risquer sa vie à un jeune homme tel que Takeru. Face aux paroles bienveillantes de Grutas, Ribble renonce à son idée, mais Takeru propose de partir à la recherche du minerai s'ils acceptent de lui forger une paire de ciseaux en guise de récompense. Constatant la surprise manifeste du forgeron, il retire alors une imposante pince de crabe de son sac. Gralfus est absolument stupéfait qu'il ait pu vaincre un monstre de rang B, et ce, entièrement seul. Takeru explique ensuite que les monstres ne représentent absolument aucune menace pour lui, il peut donc explorer les mines sans la moindre difficulté. Plus tard, Takeru se rend aux mines à bord d'une calèche, accompagné de Bee, qui est particulièrement excité à l'idée de déguster davantage de chair de crabe. Il informe le jeune dragonnet qu'ils n'ont plus du tout de fruits de mer dangereux, tandis que les autres passagers se montrent très préoccupés par les étranges événements qui se déroulent actuellement dans les mines. Dès qu'il descend de la calèche, Takeru aperçoit une écurie de chevaux. Alors qu'il se dit à quel point il serait agréable de posséder son propre cheval, il perçoit soudainement une voix qui lui est familière. Il s'avère que l'elfe qu'il avait déjà rencontré dans la forêt est en pleine dispute avec le marchand de chevaux, soutenant avec ferveur que la gigantesque boule de plume qu'il tente de vendre est en réalité un corbeau. L'homme, exaspéré, soupire et explique que, dans ses écuries, il considère tout animal capable d'être monté comme étant un cheval, ainsi les oiseaux sont considérés comme une proie tout à fait légitime pour eux. Elle se calme après avoir entendu son explication, et le commerçant lui indique qu'elle pourra trouver un cheval de pure race aux abords du royaume nain. Takeru remarque que l'elfe se dirige dans la même direction que lui, et il se prépare alors à collecter divers matériaux en compagnie de Bee. Dans la forêt, il récolte une grande quantité d'herbes de chevalier lunaire, estimant que ce voyage en valait absolument la peine. Soudainement, il perçoit un puissant grondement et découvre la jeune elfe, affamée et épuisée, près d'un arbre, une fois de plus. Tandis que l'elfe sans abri implore de l'eau, Takeru lui offre de la nourriture et se demande avec une certaine perplexité pourquoi elle se retrouve toujours dans une situation de mendiante. Au moment où la jeune fille se lève pour le remercier, Takeru perçoit distinctement une forte odeur de son muscle corporel naturel. Ressentant un profond dégoût, il utilise sans tarder un sort de purification pour assainir son corps à l'odeur particulièrement désagréable. L'elfe se montre surprise, mais elle se met rapidement à sourire largement après avoir enfin réalisé qu'elle est propre pour la toute première fois. Takeru explique qu'il ne souhaite tout simplement pas qu'elle vienne gâcher sa vision idéalisée d'elfe pure et délicate. La jeune fille se présente alors sous le nom de Velbrolith. Son nom complet s'avère être plutôt difficile à mémoriser pour Takeru, il se contente donc de l'appeler simplement Brolith. Brolith propose de rendre l'appareil à Takeru pour cette faveur, mais il hausse les épaules avec indifférence et commence à s'éloigner. Cependant, elle l'intercepte, affirmant qu'elle ne le laissera absolument pas l'aider sans aucune contrepartie. Alors qu'elle insiste avec détermination, Bee se réjouit également d'avoir une nouvelle amie, ce qui pousse Takeru à l'accepter finalement. Par la suite, tandis que Takeru reprend tranquillement sa cueillette, Bee et Brolith accourent vers lui apportant de prétendus précieux excréments de monstres. Il leur explique alors que ce n'est en réalité qu'une simple roche ordinaire, ce qui laisse les deux jeunes filles complètement sous le choc. Alors qu'elles reviennent sans cesse avec une multitude de débris farfelus, Takeru réalise avec une certaine consternation que le cerveau de Brolith est à peu près de la même taille que les minuscules yeux de Bee. Alors que l'heure avance et qu'il se fait tard, Brolith envisage de préparer un grand feu de joie. Takeru estime qu'ils n'en ont pas réellement besoin puisqu'ils possèdent des pierres magiques, mais elle lui explique que laisser des traces de feu permet aux autres aventuriers des environs de savoir qu'il est tout à fait sûr de camper à cet endroit. Peu de temps après, elle revient, portant une énorme bûche sur son épaule, la lance habilement en l'air, puis la découpe en plusieurs morceaux à l'aide de ses dagues. Au moment où elle atterrit de nouveau sur le sol, Takeru se montre très impressionné par sa force brute et décide de vérifier les statistiques détaillées de ses dagues. Il est absolument choqué d'apprendre qu'il s'agit en réalité d'artefacts de rang élevé. Il réalise alors que Brolith est en fait issu d'une très ancienne et noble lignée elfique. Quelque temps plus tard, il prépare un repas des plus délicieux sur le feu de bois qu'elle a patiemment apporté, et une Brolith particulièrement excitée le goûte avec empressement. Elle tombe instantanément sous le charme de ce plat, ne tarissant pas d'éloges sur les talents culinaires de Takeru. Alors qu'elle prend de nouvelles bouchées, la jeune elfe semble littéralement au 7e ciel,
et Takeru estime qu'elle exagère quelque peu. Ensuite, Brolit tente de s'exprimer la bouche encore pleine, alors il lui rappelle gentiment de bien mâcher avant de prendre la parole. Elle lui demande s'il a l'intention de se rendre aux mines et Takeru hoche la tête en retour puis lui demande ce qu'elle compte faire de son côté. Brolit lui explique alors qu'elle est à la recherche d'un magnifique Pégase blanc destiné à sa jeune sœur nommée Ludakara. Après avoir habilement changé de sujet de conversation, Brolit réalise que Takeru lui a offert un autre repas et ce sans aucune contrepartie financière. En guise de paiement, il se demande si elle accepterait de devenir son garde du corps et elle lui demande alors de bien vouloir clarifier ses futures fonctions. Il hoche la tête, expliquant qu'il serait fort agréable d'apprendre d'elle des compétences de survie élémentaires, mais Brolit se demande si c'est réellement tout ce qu'il désire. Takeru hoche la tête, estimant qu'il lui demande déjà une faveur d'une ampleur considérable. Brolit soupire, déclarant que leur seconde rencontre est sans aucun doute le fruit du destin, et elle accepte son offre de devenir son garde du corps personnel. Malheureusement, Takeru finit par regretter amèrement sa décision à peine 30 minutes plus tard, lorsque Brolit se met à ronfler, en compagnie de Bee, plus fort qu'un marteau-piqueur en pleine action. Le lendemain matin, Takeru suit Brolit jusqu'à un pont enjambant une rivière, lequel mène directement au royaume nain. Alors qu'il pénètre dans la cité naine, la toute première chose que Takeru décide de se procurer est de la nourriture. Il déniche un agréable restaurant pour y dîner, où la serveuse leur sert avec fierté de succulents rouleaux de viande juteux. Après avoir pris une première bouchée, Takeru loue la saveur exquise du rouleau, et Brolit estime que la nourriture est tout aussi délicieuse que son ami le lui avait raconté. Takeru manifeste une certaine curiosité à l'égard de son ami, alors elle lui révèle que son ami est en fait un homme lézard. En pensant à Clay, il lui confie qu'il est également un très bon ami avec un homme lézard. Brolit commence alors à se vanter avec fierté du statut de son ami, révélant qu'il s'est vu décerner le titre de chevalier dragon sacré par le puissant Empire Stalfas. Après avoir entendu ce titre honorifique, Takeru réalise qu'elle est en train de parler de la même et unique personne. Et soudainement, Clay prend la parole depuis la table située juste à côté de la leur. Takeru est absolument choqué de constater que l'homme lézard se trouve si loin d'ici, mais Clay lui rappelle avec insistance qu'il a quitté Belcan sans dire le moindre mot. Takeru prétend alors timidement avoir informé la guilde, mais Clay continue de lui reprocher avec insistance de ne pas l'avoir tenu au courant. Ensuite, il demande à Takeru quelle est sa destination, et ce dernier lui explique qu'il a l'intention d'extraire des minerais dans la mine de Ryuai. Clay se montre surpris qu'un aventurier de si bas rang comme lui entreprenne une mission aussi périlleuse, mais Takeru estime que tout cela en vaudra amplement la peine s'il parvient à obtenir de magnifiques ciseaux d'un maître forgeron. Ses exigences étonnamment modestes laissent Clay complètement sans voix et il prend la décision de se joindre à Takeru pour sa mission. Surprise par cette tournure des événements, Brolit demande à Clay s'il souhaite devenir son garde du corps, tout comme elle, ce qui éveille sa curiosité. Après avoir appris que Takeru avait engagé la jeune elfe comme garde du corps, Clay accepte de devenir sa collègue de travail pour leur périple. Alors que ces étranges marginaux se serrent la main avec enthousiasme, Taku se dit qu'il va très certainement regretter de les avoir emmenés avec lui. Le lendemain, l'ensemble du groupe se dirige vers la cité du royaume nain. Dès que le garde-frontière aperçoit Clay, il invite le groupe à entrer et tous se sentent surpris de recevoir un traitement aussi spécial. Clay révèle alors qu'il connaît un ami influent au sein du royaume, et le garde les conduit profondément à l'intérieur d'un sous-sol. Dès que les escaliers s'ouvrent, chacun est stupéfait de découvrir une gigantesque cité souterraine. Pendant ce temps, le garde informe Clay que le roi nain le recherche activement, ce qui surprend grandement Takeru. Clay se comporte comme s'il n'avait absolument aucun lien avec les nains, mais le garde leur explique qu'il est devenu leur héros après avoir sauvé leur race du redoutable roi tonnerre, Zengum. Il s'avère que par le passé, les nains étaient une race particulièrement faible et qu'un démon maléfique les tenait sous sa domination. Lorsque Clay ne faisait que traverser leur royaume, le démon fut pris d'une terreur panique à sa vue et s'enfuit à toutes jambes, ce qui le conduisit à devenir le héros incontesté des nains. Peu après, le garde conduit tout le monde à l'intérieur du palais royal, où Clay commence à réprimander le roi pour lui accorder une si grande attention. Tandis que Brolit observe la grande proximité entre Clay et le roi, Takeru en profite pour se présenter formellement. Le roi lui dit de simplement exprimer ses désirs sans la moindre formalité, alors Takeru lui présente une lettre de recommandation émanant de Grosface. Dès que le roi reconnaît le nom de Grosface, Takeru lui demande l'autorisation d'explorer les mines de Ryui. Le roi l'avertit alors que les mines sont devenues un véritable foyer d'activité démoniaque, mais Takeru affirme qu'il est parfaitement préparé. Cela surprend le roi, mais Clay le rassure en lui affirmant qu'il veillera personnellement sur Takeru et que Brolit le protégera également grâce à sa propre force. Fort de la garantie de Clay, le roi décide d'approuver sa requête et ordonne à son groupe de faire toute la lumière sur la vérité qui se cache derrière l'apparition des démons dans les mines. Bien que Clay accepte la requête du roi, Takeru se sent perplexe à l'idée qu'il soit envoyé en mission pour élucider des mystères pour son compte. Malheureusement, il se voit contraint de les accompagner dans cette quête de récupération et il se dirige alors vers l'entrée des mines. Le réceptionniste de la guilde naine nommé Zambo accueille chaleureusement tout le monde et explique qu'il les guidera personnellement à travers les sombres tunnels des mines. Après qu'il ait ouvert la lourde porte des mines, Brolit remarque qu'il fait une obscurité totale. Alors Takeru lance un sort de lumière pour illuminer amplement la zone. Ensuite, il duplique la carte qu'il a reçue de Zambo, surprenant ainsi l'ensemble des présents par ses compétences particulièrement polyvalentes. Excité à l'idée de trouver du minerai de qualité supérieure, Takeru utilise ensuite sa capacité de recherche, mais il ne perçoit qu'un amas de minerai de fer brut tout proche. Soudainement, Bee alerte Takeru de la présence d'un monstre tout proche,
et il utilise alors un sort de détection pour le localiser précisément. Au moment où Takeru aperçoit une paire d'yeux luisant dans l'obscurité la plus totale, tout le monde se prépare activement au combat. Lorsqu'un essaim d'araignée démoniaque se met à ramper hors de l'ombre, Clay poignarde la première avec sa lance acérée. Ensuite, Takeru immobilise la suivante dans son élan grâce à un sort de ralenti, offrant ainsi à Brolit l'opportunité de la déchiqueter sans difficulté. Après avoir vaincu l'araignée, elle se met à sautiller partout, débordante de joie. Avant qu'ils ne s'enfoncent plus profondément dans les mines, et alors qu'ils atteignent enfin un niveau inférieur, Takeru détecte la présence de minerais d'Hildra tout proche, mais il s'arrête net en tombant sur une impasse. Après avoir compris que le minerai est dissimulé derrière les parois, Takeru demande à Zambo l'autorisation de procéder à des fouilles. Devant l'assemblée stupéfaite, Takeru fait exploser l'intégralité du mur à l'aide d'une série de boules de feu. Dévoilant ainsi un amas de minerais d'Hildrite de très haute qualité, il se sent déçu que ce ne soit pas l'Hildra qu'il espérait, mais Zambo lui hurle dessus, lui faisant remarquer avec insistance que l'Hildrite est en réalité bien plus précieuse que l'Hildra. Après avoir scanné attentivement les minerais, Takeru découvre qu'il s'agit d'un matériau de rang élevé, et il se demande si l'environnement particulièrement dense en mana des mines est idéal pour leur développement. Soudainement, Bee avertit Takeru, qui adopte alors une attitude sérieuse, attirant ainsi l'attention de toutes les personnes présentes. Entendant des pas lourds et bruyants s'approcher d'eux, Zambo réalise avec effroi que les démons les ont bel et bien localisés. Alors que le démon se rapproche dangereusement, Takeru intime à Brolit et à Clay de reculer, puis il s'avance résolument vers la créature démoniaque. Lorsque la créature dévoile enfin son visage de crabe, Takeru et Bee sont particulièrement excités à l'idée de savourer une nouvelle fois ces délicieux fruits de mer. En les observant tous deux planifier avec un enthousiasme débordant de dévorer le monstre, Clay rappelle fermement à Takeru et à Bee qu'il est temps de prendre la situation au sérieux. Il leur explique que ce crabe est un monstre de rang A et donc particulièrement dangereux. Ils ne peuvent donc absolument pas le prendre à la légère. Cependant, Takeru lui intime tout de même de rester en retrait. Désireux de chasser sa propre nourriture alors que le monstre fonce droit sur lui, il demande à Bee de le couvrir pendant qu'il exécute sa manœuvre. Takeru lance un sort rapide et de durcissement sur son propre corps afin d'améliorer ses capacités avant de se précipiter avec audace vers le crabe. Clay et Brolit pensent que le crabe va inévitablement le dévorer, mais Bee émet une onde sonore stridente qui parvient à étourdir le monstre. Takeru saisit cette opportunité pour bondir et écraser la tête du crabe avec son bâton, mais la créature le repousse violemment à l'aide de sa puissante pince. Ensuite, Takeru esquive avec une grande rapidité une attaque qui aurait pu le transformer en brochette, et Bee utilise sa magie de glace pour geler l'une des pattes du crabe. Tandis que le crabe peine à se mouvoir, Takeru utilise son sort de scan pour identifier précisément les points faibles de son corps. Après avoir clairement identifié ses points faibles, il invoque une multitude d'aiguilles de glace afin de percer sa carapace particulièrement dure. Dès qu'il libère les aiguilles de glace, celles-ci se projettent avec force dans le corps du crabe et le transforment entièrement en une véritable sculpture de glace. Tandis que Takeru rend ses derniers hommages au crabe inanimé, Clay se demande avec perplexité pourquoi il combat seul au lieu d'agir en équipe. Takeru s'excuse auprès de lui et explique qu'il craignait simplement qu'il n'attaque avec trop de force et ne détruise ainsi leur précieuse viande. Clay est surpris d'apprendre qu'il avait l'intention de cuisiner le monstre dès le tout début, mais il rappelle à Takeru qu'il est censé être son garde du corps attitré. Takeru lui explique qu'il cherchait simplement à simplifier la situation, étant donné qu'il est plus expérimenté dans la gestion des crabes, mais Clay lui rétorque qu'il ne devrait pas se montrer aussi excité lorsqu'il se trouve dans un environnement aussi imprévisible. Affirmant que ni lui ni Brolit n'iraient à l'encontre des désirs de Takeru, Clay lui demande de bien vouloir compter sur eux pour assurer la sécurité de l'ensemble du groupe. Finalement, Takeru reconnaît son erreur et présente ses excuses. Alors Clay lui tapote l'épaule avec bienveillance et lui indique de collecter la chair du crabe. Après avoir ramassé la viande du monstre, Takeru récupère aussi tout le minerai magique de la zone. Cependant, il sent d'autres trésors dans les environs et dit à Zambo que les nains pourront les extraire plus tard, à l'avenir. Alors que le nain s'émeut et remercie Takeru pour son aide précieuse, il se demande s'il est enfin en train de provoquer les changements dans le monde que le gestionnaire spatial avait prédit. Puis, Brolit et Clay commencent à rentrer. Alors Takeru se dit qu'il continuera à faire ce qu'il veut tant que ces changements seront bénéfiques pour les gens qui l'entourent. De retour à la cité naine, Takeru informe le roi qu'il a vaincu le monstre. Le roi est surpris, alors Zambo confirme qu'ils ont bel et bien terrassé ce démon redoutable et effrayant. Il demande à Takeru de révéler les restes du monstre, alors celui-ci sort l'énorme sculpture de crabe géant en plein milieu de la cour. Tandis que la lourde sculpture fait trembler la pièce, le roi se lève et admire cette créature. Il félicite Takeru d'avoir exterminé la bête pour son royaume et lui offre une récompense, mais Takeru demande simplement s'il peut emporter le corps du crabe chez lui. Sa requête si simple surprend le roi, mais il autorise Takeru à le prendre. Alors que le groupe rentre chez lui, Brolit est ravi que le roi leur ait quand même donné 3000 milles de rave en récompense de la quête. Cependant, il ne se soucie guère de sa nouvelle richesse, ne pensant qu'au délicieux sashimi qu'il va préparer avec la chair du crabe. Clay donne un coup de coude à Takeru qui bave comme un idiot, lequel songe à fabriquer de nouvelles cisailles de récolte avec la carapace dure du crabe. Le lendemain, Brolit reçoit un magnifique cheval blanc préparé par le roi nain. Clay reçoit aussi une lance réparée, et Brolit monte à cheval pour la livrer à sa sœur. Takeru lui demande si elle part, alors elle hoche la tête, disant qu'elle ne pourra jamais le remercier pour toute son aide précieuse.
Il lui dit qu'il ne veut rien en retour, tandis que Clay lui rappelle que leur carrosse est également arrivé. Bientôt, Brolith s'envole sur son nouveau cheval épars, et Takru et Clay rentrent chez eux dans leur carrosse. Une fois de retour à la guilde, Takru remarque Ariana affichant de nouvelles quêtes sur le tableau. Elle le salue et lui demande pourquoi il est avec Clay, supposant qu'ils ont formé un groupe ensemble. Clay explique qu'ils sont juste ensemble temporairement, mais qu'ils n'ont pas encore décidé de se séparer. Cette nouvelle excite la fille lapin et elle commence à sauter de joie avant de partir pour rapporter leur union au maître de guilde. Après son départ, Takeru se demande pourquoi Clay traîne avec lui. L'homme lézard dit que même s'il sait que Takeru est une personne mystérieuse avec des pouvoirs extraordinaires, il veut juste rester pour voir de quoi il est capable. Takeru se sent mal à l'aise de devoir partager ses secrets avec une autre personne, mais il fait confiance à Clay pour être un bon membre du groupe. Après quelques discussions, il décide de former une véritable équipe et de se nommer l'équipe Eben Azur. Plus tard, Takeru apporte de l'hildrite de haute qualité à Gruta, qui se met soudainement à trembler en tenant le minerai. Takeru pense que le nain est déçu et se demande pourquoi il n'apprécie pas cette qualité supérieure. Puis, il pense que les matériaux de meilleure qualité pourraient être trop difficiles à manipuler pour Gruta. Mais soudain, Gruta et Ribble se mettent tous deux à pleurer, fous de joie d'avoir la chance de travailler avec le minerai de leurs rêves. Ribble remercie Takru pour son aide si généreuse et Gruta dit qu'il n'a jamais vu autant d'hildrite en plus de 120 ans d'existence. Voyant les nains si heureux, Takeru est soulagé qu'ils apprécient ces matériaux de qualité. Bien qu'ils sachent que l'hildrite est de haute qualité, elle aurait été inutile si le minerai était trop difficile à traiter pour eux. Cependant, Ribble lui dit qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter un matériau aussi précieux et rare. En réponse, Takeru lui rappelle qu'elle peut simplement fabriquer les cisailles de récolte, ce qui lui suffira amplement. Néanmoins, il leur dit de se concentrer d'abord sur la création de leur épée pour la compétition. Un mois plus tard, le maître de Guildwade dit à Takeru que quelqu'un a écrit une lettre pour le convoquer. Alors que Takeru prend la lettre, Clay remarque qu'elle provient de la noble famille Lusubok, dont est issu le seigneur de la cité de Belkan. Clay explique que le seigneur de la cité est en fait le seigneur de tout le territoire de Lusubok, une région entière qui inclut la cité de Belkan. Voyant que le seigneur du territoire a un statut élevé, Takeru pense que ce sera trop de problèmes de traiter avec lui. Il dit à Wade qu'il aura mal au ventre demain, donc il ne pourra pas rencontrer le seigneur. Cependant, le maître de guilde lui dit de ne pas s'inquiéter car Lord Belminante est un homme plutôt décontracté et très sympa. Finalement, Takeru décide de regarder la lettre et apprend que Belminante a invité l'équipe de Clay à son domaine pour lui offrir une récompense pour sa performance aux plaines de Stavlov. Alors que Clay est surpris d'être la raison de leur invitation, Takeru pense que le seigneur de la cité utilise juste la récompense comme excuse pour le rencontrer. Clay est d'accord, pensant que le seigneur de la cité veut simplement voir Bee, le bébé dragon. En entendant cela, Takeru devient instantanément protecteur envers Bee, mais Wade le rassure en lui disant que le seigneur de la cité ne le volera pas. Clay dit aussi qu'il quitterait simplement Belkan si le seigneur de la cité s'avérait être une personne aussi maléfique. Finalement, Takeru décide de faire suffisamment confiance au seigneur de la cité pour aller le voir avec Clay. Un peu plus tard, ils partent pour le manoir du seigneur de la cité dans un carrosse. Alors que le carrosse s'éloigne, tous les habitants de la ville regardent avec étonnement ce luxueux véhicule. Takeru se demande pourquoi tout le monde est si impressionné. Alors Clay explique que peu de gens ont l'occasion de voir un noble de haut rang comme le seigneur. Il révèle aussi que si une personne peut obtenir le soutien du seigneur de la cité, elle montera instantanément en puissance et en statut même si elle est faible elle-même. Alors que Takeru hoche la tête en signe de compréhension, ils arrivent bientôt au manoir. Quand Takeru regarde par la fenêtre du carrosse, il est choqué de voir un château luxueux, bien plus grand que tout ce qu'il avait pu imaginer. Après être sorti du carrosse, un majordome nommé Raymond les accueille. Takeru et Clay le suivent alors qu'il les guide à travers la demeure. À l'entrée, des rangées de servantes accueillent les invités. Alors qu'ils avancent dans la maison, une petite fille court soudainement vers Takeru. Elle regarde Bee et le trouve un peu drôle, puis exige soudainement que Takeru lui remette le dragon. Alors que Takeru refuse, elle semble stupéfaite. La jeune fille affirme que les dragons sont des créatures nobles, donc elle mérite naturellement d'en posséder un en tant que noble elle-même. Clay réalise que la petite fille s'appelle Tiras. Takeru la scanne immédiatement et découvre qu'elle est la fille du seigneur de la cité. Se demandant comment gérer cet enfant têtu, Takeru s'agenouille, ce qui la surprend énormément. Puis, il lui demande pourquoi elle pensait qu'elle allait obtenir le dragon. Elle explique que quelqu'un nommé Bernard lui a parlé de Bee et depuis lors, elle a voulu l'avoir. Takeru l'interroge sur Bernard, qui lui a dit d'être têtue et insistante si elle voulait prendre son dragon. Takeru se demande qui est Bernard et dit à Tiris que Bee fait partie de sa famille, donc il ne peut pas le donner. Elle appelle le nom de Bee, et Bee répond poliment à son salut avec beaucoup de gentillesse. Cela surprend la jeune fille. Alors Takeru explique que Bee peut parfaitement comprendre le langage humain. Tiris se sent embarrassé d'avoir dit tant de choses impolies sur Takeru et Bee,
et dit qu'elle s'attend à ce qu'il soit une famille. Alors qu'elle s'excuse pour toutes ces paroles blessantes, Bee dit à Tyrese qu'il lui pardonne, et Takru lui demande pourquoi elle voulait un dragon si désespérément. Tyrese fond en larmes, disant qu'elle a besoin d'un dragon pour sa mère. Avant qu'elle ne puisse expliquer, Lord Belminant apparaît dans le hall. Quand Takru regarde le beau seigneur de la cité, il est choqué qu'un homme si jeune soit en fait le père d'une adolescente. Belminant s'approche de Takeru, se présente, puis lui offre une poignée de main. Après s'être serré la main, Belminant emmène Takeru et Clay dans une pièce privée pour discuter. Il s'excuse pour le comportement impoli de sa fille, mais Takeru lui dit que cela ne l'a pas dérangé. Clay lui demande pourquoi il les a invités, et il explique qu'il avait besoin de leur aide. Clay est choqué qu'il ait besoin d'aide, et se demande si c'est à propos de sa femme. Belminant hoche la tête, et Clay dit à Takeru que sa femme Militaria est alitée à cause d'une maladie depuis les 6 derniers mois. Belminant explique qu'il a entendu les rumeurs selon lesquelles Takru aurait guéri la maladie incurable d'un étranger dans les bidonvilles, alors il l'a invité pour son aide. Takeru soupire, sachant que c'est sa faute si les rumeurs se sont propagées, et Belminant le supplie de l'aider. En pensant à ses pouvoirs de guérison, Takeru se souvient qu'il a littéralement transformé tout le corps de Clay. Alors il a peur de blesser la dame avec un mauvais dosage. Belminant dit ensuite à Takeru que Tyrese voulait un bébé dragon à cause de sa mère. Cela trouble Takeru, alors Belminant explique que Tyras partira bientôt pour aller à l'école dans la capitale royale, et elle voulait un animal de compagnie mignon pour tenir compagnie à sa mère pendant son absence. Clay s'émeut de la gentillesse de la petite fille, puis commence à lancer des regards noirs à Takeru, lui faisant réaliser qu'il n'a pas d'autre choix que de les aider. Takeru accepte d'aider, mais a toujours peur d'avoir des ennuis s'il blessait accidentellement la femme d'un noble. Finalement, il demande à Belminant de voir sa femme et il les emmène joyeusement dans sa chambre. Après avoir annoncé leur arrivée, il ouvre la porte et les conduit à l'intérieur. La pièce est sombre et Takeru remarque immédiatement à quel point la ventilation est mauvaise. Quand Militaria demande à son mari pourquoi il est venu, Takeru est choqué de voir à quel point elle a l'air malade et faible. Avant de commencer son diagnostic, il demande à Belminant s'il peut éclairer la pièce. Cependant, Belminant explique que sa femme ne supporte pas la lumière du soleil, alors il garde la pièce sombre pour elle. Takeru hoche la tête et s'approche de la dame pour utiliser son scan afin de vérifier son état. Belminant demande si ses maladies sont curables, et Takeru lui dit qu'il peut gérer les douleurs articulaires de la dame et d'autres symptômes. Cependant, il est confus par son empoisonnement de survivant de maladie, car il n'a jamais entendu parler d'une telle maladie auparavant. Voyant Takeru perdu dans ses pensées, Clay se demande si quelque chose ne va pas. Takeru dit à Belminant qu'il a besoin de sa pleine confiance avant de commencer le traitement. Militaria dit alors qu'elle veut juste retrouver assez de force pour tenir sa fille à nouveau, même si elle ne peut pas se rétablir complètement. Entendant les mots déchirants de sa femme, Belminant supplie Takeru de l'aider, et Takeru hoche la tête, se préparant à commencer la procédure. Clay se demande si Takeru utilisera le sort qu'il a utilisé pour guérir ses blessures, mais il explique que s'il utilisait ce sort, cela drainerait trop de mana de Militaria, donc il ne peut pas l'utiliser dans son état actuel. Puis il pense à réparer l'atmosphère sombre de la pièce et se demande comment faire sans irriter les yeux de la dame. Il décide de lancer un sort de guérison doux sur ses yeux et lui demande de les ouvrir délicatement. Militaria hoche la tête et ouvre lentement les yeux, surprise que sa vision se soit autant éclaircie. Takeru lève son bâton pour nettoyer l'aura négative de la pièce. Alors qu'il lance le sort de nettoyage, un vent puissant souffle à travers toute la pièce, surprenant tout le monde. Une fois que le vent se calme et que la pièce est purifiée, Militaria réalise que ses yeux peuvent maintenant facilement supporter la lumière vive du soleil. Inquiet pour sa femme, Belminant lui demande si elle va bien. Elle hoche la tête, versant des larmes de joie alors qu'elle partage son bonheur avec son mari. Clay félicite Takeru pour le travail bien fait, mais il ne semble pas trop heureux de cela. Tout en restant silencieux, Takeru regarde les serviteurs de Belminant debout dans la pièce. Puis il dit discrètement à Clay qu'il expliquera la situation en privé. Plus tard, dans une pièce séparée, Takeru dit à Belminant que sa femme a été empoisonnée à l'ivore. Takeru pense que son empoisonnement a été causé progressivement par de petites quantités de poison utilisées dans sa nourriture. Belminant se demande pourquoi quelqu'un lui ferait une telle chose, mais réalise ensuite que c'était un plan malveillant conçu pour la tuer délibérément. Puis Takeru explique qu'il n'est pas très familier avec cela, donc il ne peut pas guérir le poison de la substance. Quand il demande à Belminant d'acheter lui-même l'antidote de l'ivore, il révèle qu'il n'existe en fait aucun antidote pour cette substance. Belminant explique que la toxine d'ivore est un poison interdit qui a été perdu dans le temps, donc personne ne sait même quels ingrédients ont été utilisés, encore moins quel est l'antidote. Takeru pense qu'ils peuvent guérir le poison en créant eux-mêmes de l'ivore, mais Clay lui rappelle qu'il ne sera pas facile de recréer un poison légendaire. Soudain, Belminant se souvient d'un moyen de chercher des indices précieux.
Il sort de vieux livres écrits par ses ancêtres, espérant que l'un d'eux contienne la recette du poison. Cependant, comme les livres sont écrits dans une langue ancienne, Belminant ne peut pas réellement les lire et les comprendre. Tekru hoche la tête et prend les livres, et grâce à sa compétence linguistique spéciale, il est capable de lire les titres. Cependant, il ne peut pas lire tous les livres en peu de temps car il n'est pas un robot, alors il décide plutôt de les parcourir rapidement pour trouver tout ce qui est lié au poison. Il utilise sa compétence de recherche et trouve l'ivore mentionné dans l'un des livres. Après avoir ouvert le livre, Takeru dit à Belminant qu'il contient la description de la fleur d'ivore. Cependant, il pense que la description de la fleur est difficile à déchiffrer car elle semble avoir été écrite par un enfant. Tout le monde commence à se sentir mal à l'aise, mais Takeru le lit quand même à voix haute. Il s'avère qu'un jour, une fille explorait la terre pour trouver des herbes quand elle a découvert un grand lac. Alors qu'elle se reposait sur un rocher en forme de cheval près du lac, la jeune fille a trouvé des fleurs d'ivoire de couleur or qui y poussaient. Alors que Tekru continue de jacasser à propos du journal de la fille, Clay lui ferme la bouche et dit à Belminant qu'il reconnaît en fait cet endroit. Belminant est choqué, alors Clay lui montre un point sur la carte où il a vu un rocher de cheval similaire près d'un village. Il révèle que le village s'appelle Hachette, et Belminant note qu'il est situé assez loin de son territoire. Il explique qu'il leur faudra environ 5 jours juste pour atteindre le village, alors Takeru suggère de partir dès que possible pour obtenir le traitement de la dame. Alors qu'ils quittent tout le manoir, l'un des serviteurs de Belminant les observe par la fenêtre. Avant de quitter le manoir, Takeru place des pierres magiques à l'extérieur. Clay se demande pourquoi il fait cela, alors il explique que c'est une mesure de sécurité contre quiconque pourrait tenter de nuire à Militaria en leur absence. Alors que Belminant réalise à quel point il était négligent, Tiris arrive en courant vers eux, se sentant coupable d'avoir intimidé la personne qui traite sa mère. Elle s'excuse rapidement d'avoir été si impolie envers Takeru lors de leur première rencontre. Il est surpris par le comportement mature de la jeune fille et admet que ses actions l'ont blessé. Cependant, il loue sa capacité à reconnaître son erreur, ce qui la laisse confuse. Tekru explique que si une personne peut admettre son erreur, cela signifie qu'elle valorise les pensées et les sentiments des autres. À ses yeux, Tiras aura d'excellentes relations si elle continue d'être si mature dans ses interactions. Alors que la jeune fille fond en larmes à cause de ses encouragements chaleureux, Takeru lui pardonne et lui rappelle d'être prudente quant à son comportement. Elle hoche la tête, mais il la prévient ensuite qu'après son départ de la maison, les majordomes de Belminant pourraient essayer de la tromper. Il la met donc en garde de toujours discuter de ces questions importantes avec son père. Puis Takeru quitte la zone avec Clay. Alors qu'ils galopent sur leurs chevaux, il utilise un sort rapide et léger pour augmenter leur vitesse de déplacement. Clay est excité par cette sensation puissante. Son cheval se transforme soudainement en montagne russe. Takeru réalise enfin qu'il a mis un peu trop d'énergie dans son sort, mais il est trop tard car son propre cheval s'élance aussi à la vitesse de la lumière. Après beaucoup de galop, ils atteignent enfin le village. Tekru se demande comment cette zone désolée pourrait soutenir la population d'un village, alors Clay explique que c'était un paradis florissant dans le passé. Alors qu'ils traversent la terre stérile, Takeru se demande si le lac s'est aussi asséché. Clay ne le pense pas, car une si grande étendue d'eau ne peut pas s'évaporer aussi facilement. Takeru hoche la tête, et après un peu plus de voyage, ils arrivent enfin au lac. Après s'être approchés, Takeru utilise son sort de scan et trouve quelque chose d'intéressant. Il dit à Clay que la sécheresse pourrait avoir été causée intentionnellement par quelqu'un. Soudain, des villageois apparaissent et sont choqués de les voir. Remarquant leur peur, Takeru se présente poliment, ainsi que Clay expliquant qu'ils sont seulement en quête d'un matériau rare et précieux. Soupçonneux. Alors Clay leur montre son bracelet d'aventurier. Réalisant qu'ils sont un puissant groupe de rang A, les villageois se rendent et l'un d'eux s'effondre d'épuisement. Takeru attrape rapidement le garçon et remarque qu'il meurt de faim, alors il leur demande d'expliquer ce qui se passe dans cette terre. Après les avoir emmenés au village, le chef du village explique que leur lac a soudainement changé de couleur il y a 10 mois. Après cela, les poissons du lac sont également morts et l'eau du puits est devenue inutilisable pour eux. Cependant, un mystérieux marchand nommé Ingash a sauvé leur village à condition qu'ils lui donnent leurs rares fleurs dorées en échange de 60 barils d'eau. Bien qu'il leur ait donné une bonne quantité d'eau pour chaque fleur, ce n'était pas suffisant pour cultiver leurs champs, alors les villageois ont lentement manqué de nourriture. Après que le chef ait fini d'expliquer leur situation, Clay souligne qu'Angash a très probablement obtenu les fleurs d'Ivore 2. Takeru hoche la tête, mais pense qu'Angash pourrait être une personne maléfique et dangereuse. Les villageois ont refusé de le croire puisque le marchand leur a montré de la gentillesse, mais Takeru leur rappelle qu'il n'a commencé à aider qu'après que leur eau ait été soudainement empoisonnée. Puis, Takeru révèle qu'il a découvert que le lac avait été intentionnellement empoisonné. Il dit aussi aux villageois qu'Angash avait acheté de puissants poisons directement auprès d'eux, ce qui laisse tout le monde complètement choqué.
Comme les villageois n'ont jamais su que leurs belles fleurs étaient vénénieuses, ils se sentent trahis qu'Angash ait profité d'eux. En pensant à la façon dont ces villageois innocents ont souffert de la faim, Takru jure de punir le marchand maléfique responsable. Puis, il dit à Bi d'utiliser sa magie spirituelle. Bi s'envole vers le ciel et libère un cri perçant qui invoque des nuages et provoque une averse soudaine. Alors que les villageois regardent l'eau pure pleuvoir sur eux après si longtemps, ils commencent à se prélasser dans sa sensation rafraîchissante. Après un certain temps, Takeru dit à Bi d'arrêter son sort de pluie. Il utilise sa magie pour nettoyer les villageois sales et répare tout leur village. Alors que tout le monde regarde autour de lui avec surprise, Takeru leur offre un dernier cadeau en sortant un immense festin. Fous de joie, les villageois commencent à manger les copieux repas, tandis que Takeru les observe avec un sourire. Une fois qu'ils ont fini de manger, le chef le remercie pour son aide incroyable. Il se sent coupable car il ne peut pas payer Takeru pour son travail, mais il dit au chef de simplement lui permettre de cueillir les fleurs d'Ivor. Takeru explique qu'il a besoin des fleurs pour fabriquer un antidote. Le chef accepte sans hésitation, mais sent toujours que ce n'est pas suffisant pour rembourser leur aide. Soudain, les enfants du village courent pour jouer avec Takeru, mais le chef les réprimande pour avoir dérangé leur sauveur. Clay lui dit qu'il n'a plus besoin de rembourser leur gentillesse. Puisque les fleurs d'Ivor sont déjà l'objet spécial de leur village, les enfants emmènent Takeru à leur base secrète. Après être entré dans la maison secrète, Takeru se demande si c'est une grange. Ganza hoche la tête et explique que les villageois gardent leurs fruits récoltés dans cet entrepôt. Takeru se demande pourquoi ils n'ont pas simplement mangé les fruits s'ils mouraient de faim, mais Ganza explique que le fruit est extrêmement amer. Puisque le fruit provient d'une plante productrice de miel, les villageois ne récoltent que son nectar et jettent le fruit. Après avoir entendu cela, Takeru décide de goûter l'étrange fruit Lidas, par curiosité. Pendant que les enfants regardent sous le choc, ils réalisent que le fruit a exactement le goût de la sauce soja. Pendant ce temps, de retour dans la maison de Belminan, Tiris court vers la chambre de sa mère après avoir entendu une alarme. Sachant que l'alarme la prévient de la personne qui essaie de nuire à sa mère, elle se demande qui est cette personne. En s'approchant de la pièce, elle trouve Bernard là, debout. Bernard la remarque et tente de s'approcher. Mais Tiris recule, effrayée. Elle l'accuse d'avoir tenté d'empoisonner sa mère, mais il le nie calmement. Tiris lui explique que l'alarme de Takeru ne sonne que si une personne aux intentions malveillantes s'approche de sa mère. Cela fait pisser les yeux à Bernard et il dit à Tiris qu'elle ne devrait pas faire confiance à un aventurier étranger. Elle reste têtue, affirmant qu'elle fait entièrement confiance à une personne aussi gentille que Takeru. Bernard essaie toujours de la convaincre de sa propre loyauté, ce qui met Tiris sous pression. Soudain, Belmanante arrive en courant vers sa fille et elle se précipite à ses côtés. Elle dit à son père qu'ils doivent discuter de quelque chose d'urgent. Il les emmène donc, elle et Bernard, dans une pièce privée. Là, Belmanante admet qu'il ne peut pas garantir la fiabilité de Takeru. Tiris est surprise que son père dise une telle chose, tandis que Bernard pense que le maître est de son côté. Cependant, Belminan souligne que quoi qu'il en soit, Takeru a bien traité les symptômes de sa femme, il doit donc lui donner une chance. Puisque la cloche d'alarme de Takeru a détecté de mauvaises intentions de la part de Bernard, Belminan apporte une boisson spéciale pour tester sa loyauté. Il explique que la boisson contient le même traitement que Bernard donnait à sa femme toutes ces années et lui dit de la boire. Alors que Bernard évite la boisson, la voix de Belmanon devient froide et il demande pourquoi il ne boit pas son propre remède. Alors que Bernard tremble de peur, Belminan lui jette soudain la boisson au visage. Bernard se met à crier qu'il est empoisonné, mais Belminan lui dit que le verre contenait juste de l'eau normale. Puisque Bernard a admis être celui qui a mis du poison dans la boisson, Belminan appelle ses gardes pour l'arrêter. Après que Bernard soit emmené, le majordome en chef donne un étrange papier à Belminan. Il explique que le papier a été trouvé parmi les affaires de Bernard et Belminan est choqué par l'ancienne langue qui y est écrite. Il réalise que c'est en fait un chiffre complexe qu'un criminel ordinaire ne peut pas utiliser. Avec cette information, Belminan pense qu'une grande organisation criminelle pourrait le cibler. De retour au village, un villageois remarque un homme étrange qui frappe à la porte du chef du village. Il lui demande qui il est, mais est choqué quand il réalise que c'est Angash lui-même. Angash lui dit qu'il voulait les fleurs d'Ivor le plus vite possible, c'est pourquoi il frappait à la porte du chef. Le villageois répond que le chef est actuellement sorti avec des aventuriers. Il dit ensuite à Angash que leur village ne distribue pas leurs fleurs vénéneuses, car n'importe qui pourrait en faire mauvais usage. Réalisant que son secret a été exposé, Angash appelle soudainement ses subordonnés et leur ordonne de détruire le village. Pendant ce temps, l'ancien guide Takeru et Clay à travers une sombre caverne. Après avoir atteint la fin, ils découvrent un magnifique lac avec une statue de cheval et des fleurs dorées qui poussent tout autour. Takeru regarde avec émerveillement, voyant enfin la légendaire fleur d'Ivor de ses propres yeux. C'était l'épisode 7.
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.